Après avoir vu les notions générales sur la crise, les déterminants de la crise, voyons maintenant les indicateurs de la crise. Alors, j'ai dit que il y a trois indicateurs, trois groupes d'indicateurs qui nous permettent de diagnostiquer un état de crise. Alors, ce qui est le plus spectaculaire et habituellement reconnu, ça va être la désorganisation émotionnelle. Alors, on a déjà vu la théorie sur l'émotion. Alors, il y a la réaction émotionnelle. C'est très normal d'avoir des émotions et c'est très normal d'avoir des émotions intenses lorsque les événements déclencheurs sont importants. Alors, c'est normal d'avoir une peine très intense lorsque l'on a une peine d'amour, par exemple. C'est normal d'avoir une colère intense lorsque un professeur nous fait échouer un cours alors qu'on mériterait de passer, ou bon, des choses comme ça. Les frustrations peuvent être très intenses, surtout si c'est des besoins essentiels qui sont menacés. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'émotion, elle est désorganisée? C'est lorsque elle est incontrôlée par la personne. Lorsque on a vu que on ne peut pas contrôler le fait de ressentir une émotion parce que c'est le système limbique, le système végétatif de notre cerveau qui est à l'origine des réactions émotionnelles. Donc, on ne peut pas choisir les émotions que l'on vit, mais on peut choisir les gestes ou les paroles que l'on va poser quand on est sous le coup d'une émotion intense. Alors, on peut être très en colère et pas perdre le contrôle de nos gestes. On peut être très en colère sans être obligé de frapper quelqu'un ou de l'insulter ou de donner un coup de roue dans notre conduite automobile qui menacerait notre vie et celle des autres. Alors, lorsqu'il y a des impulsions physiologiques, des comportements impulsifs ou des paroles impulsives, cette impulsivité-là montre la limite de l'autocontrôle de la personne. Alors, dans la crise, puisque la crise se manifeste par de la désorganisation, il est possible que cette désorganisation-là touche les émotions. Donc, on ne sera pas capable de contrôler nos émotions en fonction des contextes dans lesquels on se trouve. Euh, Alors que si on a besoin de pleurer intensément et qu'on se retire dans notre chambre, on ferme la porte et qu'on se laisse aller à pleurer intensément ou à exprimer une colère intense en frappant sur un coussin, même si l'émotion est très intense, on voit qu'elle est exprimée de façon contrôlée, même si elle est exprimée violemment, avec beaucoup d'intensité, si c'est contrôlé, on n'est pas dans un état de désorganisation. D'ailleurs, le contrôle de l'environnement dans lequel on exprime nos émotions est un signe d'organisation. Et l'émotion peut être terriblement intense et très difficile à supporter. Alors, voilà pour la désorganisation émotionnelle. Donc, la personne pleure tout le temps, peut pas s'empêcher de pleurer ou d'être en colère et elle, elle en perd ses moyens. Bref. La deuxième désorganisation, c'est la désorganisation cognitive. Alors là, c'est le perte de contrôle de nos propres pensées. Euh, il y a des gens qui ont des expressions là pour parler de ça. C'est comme la folle du logis qui part, là, qui dérape complètement. Alors, un des indices de désorganisation cognitive, c'est lorsque la personne a des distorsions dans ses perceptions ou dans son raisonnement. Elle fait des raisonnements qui ont plus de bon sens, qui ont plus de logique. Évidemment, si un individu n'a jamais eu beaucoup de logique dans sa vie, euh, le fait qu'il y ait plus de logique dans son raisonnement, c'est pas un indice de crise, là. Il faut qu'il y ait une désorganisation par rapport à ce qui était signe de sa propre organisation habituelle. Alors, un indice de désorganisation, c'est le déligne. Il y a des gens qui se mettent à énoncer des phrases incohérentes
ou manifester des croyances, par exemple dans la paranoïa ou dans la crise de schizophrénie où on a des hallucinations, ce serait le meilleur exemple là, d'état de désorganisation cognitive. Alors, mais il est possible que sans problème de santé mentale, sans être un schizophrène ou un schizo, avoir des problèmes de schizo, de névrose ou pas de névrose, mais de psychose, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, la psychose étant une perte de contact avec la réalité. Il peut y avoir des raisons biologiques de ça. La schizophrénie peut être déclenchée par un événement perturbateur, mais il y a une composante aussi génétique qui fait que certaines personnes peuvent faire des crises de schizophrénie, donc des organisations cognitives. Mais il y a des gens qui, sans être schizophrènes, vont avoir des désorganisations passagères de leur perception de la réalité. Ils vont surdramatiser des situations difficiles et évidemment, ils seront pas capables de prendre des décisions raisonnables dans ce genre de situation. Il faut les protéger contre elles-mêmes. Un autre type de désorganisation est la désorganisation fonctionnelle. Alors, la personne n'est plus capable de fonctionner dans ses tâches quotidiennes ou professionnelles. Vont arriver en retard ou ils se laveront plus, ils mangeront plus, euh, ils vont avoir des négligences dans leurs tâches qui ne sont pas caractéristiques de leur négligence habituelle. Donc c'est une situation ils sont plus capables de se faire à manger, ils sont plus capables de s'habiller, d'aller au travail, ou s'ils sont au travail, ils sont complètement perdus, ils n'arrivent plus à fonctionner. Bref, c'est une désorganisation fonctionnelle. Donc, ce sont les trois indices de désorganisation qui nous montrent que la personne est en train de vivre une crise. Alors, c'est important que vous considériez la crise comme étant un problème en soi. C'est un problème qui est différent du problème de santé diagnostiqué par la personne. Par exemple, il est possible qu'on annonce un diagnostic grave à une personne ou on annonce un diagnostic grave à ses enfants ou à son conjoint et que l'annonce du diagnostic soit déclencheur d'un état de crise. Alors, ça veut dire que la personne n'est pas capable de métaboliser cet événement-là en utilisant ses propres ressources habituelles. Et là, elle va se désorganiser. Alors, qu'est-ce que ça donne de vivre, qu'est-ce que ça donne de continuer si je suis pour me faire couper une jambe ou je suis pour, je sais pas trop. Donc, donc, il faut soigner évidemment le problème de santé qui a été diagnostiqué, mais il faut accompagner la personne pour un deuxième problème qui serait d'ordre psychologique, qui serait lié à la crise. Donc, les traitements, l'intervention auprès d'une personne en crise doit être distinguée de l'intervention planifiée pour le problème de santé à l'origine de la crise. Maintenant, je vais sauter quelques éléments. L'évolution. Je vais aller tout de suite à l'évolution de la crise. Alors, bon, normalement, un état de crise dure à peu près 3-4 semaines. C'est marqué de 1 à 6 semaines. Là, normalement, la crise, c'est trop intense une crise pour durer tout le temps. Fait qu'habituellement, les gens vivent un état de choc et après un certain temps, ils s'adaptent puis ils finissent par retomber sur leurs jambes. Moi, je me rappelle dans ma pratique professionnelle au départ, il y a quelques années, j'avais un bureau en psychothérapie et souvent les gens qui demandent une psychothérapie, ils viennent parce qu'ils sont dans un état insupportable. Leurs ressources habituelles pour résoudre leurs problèmes n'est pas suffisant. Alors ils consultent en psychothérapie et habituellement, les premières interventions après 2, 3 semaines, 4 semaines, la tension vécue par l'état de crise diminue et à ce moment-là, les gens laissent tomber la psychothérapie. Mais souvent, ils reviennent 1 an plus tard pour consulter parce qu'ils viennent de revivre une situation qui les a ramenés dans la crise. Habituellement,
Cette deuxième fois-là, une fois que la crise est passée, il reste en psychothérapie pour faire vraiment un travail plus en profondeur. Alors, si la crise persiste, c'est très important que, puisque la personne n'est pas capable de s'organiser par elle-même, puisqu'elle est dans un état de désorganisation, il faut une intervention par le réseau extérieur, soit le réseau naturel aidant, mais c'est intense une crise et ça dépasse parfois la compétence du réseau naturel aidant, même si on y trouve parfois des gens qui sont de très bonne qualité. Et il faut que la personne soit organisée de l'extérieur. Alors c'est souvent le réseau de la santé qui doit prendre en charge la personne pour la contrôler vu qu'elle ne se contrôle plus elle-même, soit au plan émotionnel, affectif, cognitif ou fonctionnel. Et quand elle a réussi à rétablir ses mécanismes d'autocontrôle ou quand le réseau aidant naturel a la capacité de la reprendre en charge pour la suite, ben à ce moment-là, la personne peut retourner. Voilà. Maintenant, il y a 3 éventualités possibles après la crise. Alors, la personne peut intervenir. Là, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Une seconde. Donc, il y a 3 éventualités post-crise possibles. Donc, trois pronostics possibles. Alors, après la crise, la personne peut rester affectée par la perte. Donc, au moment où il y a une perte, je vais faire un petit dessin, mettons ça, c'est son niveau de vie, puis au moment où il y a un événement perturbateur, la personne peut vivre une perte plus ou moins importante. Alors, il est possible que cette personne-là reste avec cette perte toute sa vie. Donc, c'est comme si c'est un deuil qui n'arrive jamais au niveau de l'acceptation. Elle va vivre avec une qualité de vie, une qualité d'existence, une qualité identitaire inférieure à ce qu'elle était auparavant. Avec un certain travail, il est possible qu'après un certain temps, la personne récupère à peu près le même niveau de qualité de vie qu'elle avait auparavant, c'est-à-dire qu'elle est capable d'accepter la perte et de réinvestir de nouveaux objets et récupérer à peu près la même qualité de vie qu'auparavant. Cependant, il existe une troisième catégorie de personnes particulièrement résilientes qui vont profiter de cet événement terrible de la perte d'un objet identitaire et découvrir de nouvelles caractéristiques identitaires qui vont faire qu'il va y avoir un éveil par rapport à la vie, par rapport à la conscience, et la personne, à cause de cette perte terrible, ça l'a ébranlée de manière à ce qu'elle se reconstruise avec un niveau de qualité de vie supérieur, une identité plus épanouie après l'épreuve qu'avant l'épreuve. Donc, évidemment, ce gain-là, au moment de la perte, on va pas dire à la personne, tu vas voir, la perte de ton bras, c'est la meilleure affaire qui peut être arrivée dans la vie. On dit pas ça immédiatement. Mais après un travail là, d'1 an, parfois 2 ans, la personne peut réaliser que elle est plus vivante, elle est plus authentique, elle est plus épanouie maintenant qu'avant qu'elle vive ses épreuves. Sans trouver agréable les choses qu'elle ait perdues. Elle vivra toujours une peine par rapport à ça, mais dans son identité personnelle, il y a eu un éveil à l'épanouissement d'un niveau supérieur à l'état d'épanouissement dans lequel elle était avant de vivre cette épreuve-là. Alors l'intervenant doit être convaincu que toute crise, toute perte, tout deuil peut être une opportunité de développement pour la personne, sans nécessairement lui dire au moment où elle le vit, mais se baser sur cet idéal-là pour concevoir des interventions à la mesure des besoins de cette personne que l'on soigne. Voilà pour les capsules sur la crise. Les textes complémentaires sont disponibles.